On va passer à notre deuxième table ronde avec cette question: comment faire pour aller encore plus loin au sein des écoles et des entreprises, pour faire en sorte à la fois donc d'attirer les candidates, mais aussi de les garder, de les fidéliser. Alors, quelles sont les bonnes pratiques? Comment les écoles et les entreprises peuvent aller encore plus loin? Pour y répondre, j'invite à me rejoindre sur scène Peggy Vicomte. Peggy Vicomte, qui est déléguée générale Femmes at Numérique. J'appelle également Aline Aubertin. Aline Aubertin, qui est directrice générale de l'ISEP, École d'ingénieurs du numérique, et présidente d'honneur de l'association Femmes Ingénieurs. J'invite également Barbara Siguret. Bonsoir. Secrétaire générale de la Direction générale des entreprises. Et où est ma dernière invitée? Mince. Ah, je suis désolée, Céline Zirba, je suis désolée. Céline Zirba, qui travaille à EDF, en charge des programmes de la diversité et de l'emploi, donc au sein du groupe EDF. Bonsoir mesdames, donc on est sur une table ronde 100% féminine. Je suis ravie de vous avoir avec nous ce soir. Alors vous avez toute une expertise et un point de vue bien particulier de la question. Je vais commencer avec vous, Aline Aubertin. On va commencer simplement. Qu'est-ce que la lecture de cette étude vous a inspiré? Écoutez, j'aurais tellement aimé être surprise. Voilà, je crois que je suis active pour essayer d'encourager les filles à envisager les études d'ingénieur et les métiers d'ingénieur scientifique depuis environ 30 ans. La saison Femmes Ingénieurs a 42 ans. Et en fait, les stéréotypes sont toujours à l'œuvre, les chiffres ne bougent quasiment pas. La réforme du bac nous a fait reculer de 10 à 20 ans. Et j'avais envie de rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure et vous laisser méditer le fait qu'avec cette réforme du bac, nous avons aujourd'hui 95% des professeurs des écoles qui sont des femmes, qui la plupart du temps ont une formation licence ou maîtrise dans les humanités, et elles auront donc arrêté les maths en fin de seconde. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, Aline Aubertin, c'est que vous avez vraiment la casquette de la directrice d'école. Donc, dans votre école qui forme au métier du numérique, vous affichez entre 22 et 25% de filles, ce qui est déjà beaucoup. On n'est pas encore sur la parité, mais on est déjà sur une école qui est mixte. Quelles mesures concrètes vous avez mises en place pour y arriver ? Alors, plein de petites mesures, et ça avait commencé avant moi, hein. C'est vraiment un axe important de l'école. Effectivement, dans une école du numérique, généralement, on est entre 10, 16, 17, 18%, donc 23 à cette année, on n'a pas encore fini au calcul, mais à mon avis, on ne sera pas loin des 25%, c'est énorme. Donc, des mesures concrètes, il y en a plein. Elles sont partout. Par exemple, on est à la parité parfaite parmi les enseignants, chercheurs et chercheuses. Là aussi, dans le domaine du numérique, où on a peu d'expertes, c'est un tour de force, mais c'est une ligne de conduite qu'on se donne. Donc là, c'est la mise en place de quotas. Ça marche comment ? Dans nos recrutements, on veille au fur et à mesure des besoins de faire en sorte qu'on déséquilibre pas la balance. Depuis que je suis là, enfin, je veux dire, j'en fais vraiment un axe stratégique fort. Et si je devais le résumer, une des mesures concrètes, finalement, c'est pas la mienne, c'est celle du conseil d'administration qui m'a choisi pour diriger l'ISEP. Et il y a à la tête de cette école une dirigeante qui a des yeux de fille. Et en fait, ça change tout. Depuis que je suis là, je me rends compte à quel point on peut pas demander aux hommes de regarder le monde avec des yeux de fille. Ils le regardent avec leurs propres yeux. Je ne l'en veux pas, mais donc du coup, ils ne le regardent pas comme moi, je peux le regarder. Ma lecture des textes, par exemple, dans une brochure, n'est pas la même. Quand un texte est tout au masculin, je le fais remarquer, on me dit « Ah oui, peut-être. Ah bon, tu crois ?» Je dis « Oui, je suis désolée, mais moi, je suis une femme. Je le lis, il est écrit tout au masculin, donc je ne me sens pas concernée. C'est un problème. » Donc, je pourrais multiplier les exemples à l'envi, mais au jour d'aujourd'hui, il y a 17%
des directeurs et directrices d'écoles d'ingénieurs qui sont des femmes. Pour moi, c'est complètement insuffisant. Ça commence par là, en fait. Et je me revois avec mon fils allant dans les journées portes ouvertes, 1 école, 2 écoles, 3 écoles. Le mot du directeur est toujours le mot du directeur. La jeune fille, elle regarde autour d'elle et dans la salle, elle est ultra minoritaire, elle voit défiler des hommes et on lui dit vous êtes la bienvenue, mais ingénieur c'est aussi pour les filles. Excusez-moi, mais c'est pas crédible. Et ce qui est intéressant aussi, dont on a un peu parlé, on l'a évoqué au sujet de l'école primaire, comment est-ce que vous intervenez aussi avec les garçons au sein de l'école? Ah oui, effectivement. Alors, moi, je fais le tour de toutes les promos et on a parlé. J'ai oublié le nom de la jeune femme tout à l'heure, mais c'était vous qui disiez, bah oui, on est minoritaire dans la classe. Moi, je fais le tour de toutes les promos le jour de la rentrée, tous ceux qui arrivent dans l'école, et je dis aux garçons, regardez autour de vous. Vos camarades sont certes plus nombreuses que dans une autre école, mais elles sont minoritaires. Elles n'ont pas choisi d'être minoritaires. En fait, elles ont fait toute leur scolarité jusqu'à arriver dans une école d'ingénieurs. Alors, c'est pas le cas pour les prépas quand on accueille des élèves qui ont fait une prépa à l'extérieur de l'ISEP, mais pratiquement à parité en fait. Et parce qu'elles ont choisi de devenir ingénieurs, et dans mon cas, parce qu'elles ont choisi de faire du numérique, elles deviennent minoritaires. C'est pas neutre. Donc je dis aux garçons, je vous demande d'abord d'y réfléchir. Voilà, elles n'ont pas choisi d'être minoritaires, mais elles le sont. Et je vous demande de faire attention à elles, parce que finalement c'est un poids supplémentaire qu'on leur met sur les épaules, qui n'est pas normal. Et ça fait réagir les garçons. Quelles sont les réactions? C'était ma question. Eh ben certains, c'est amusant parce que certains sont étonnés, se disent ah bah oui. Certains et ça suscite des discussions. D'ailleurs, quand je m'en vais, ça m'est arrivé d'avoir des élèves qui disent oui, mais enfin bon, voilà, c'est pas un problème, voilà. Et d'autres qui disent mais il y a maintenant des garçons qui disent mais si c'en est un, enfin regarde. Et donc je pense que la prise de conscience elle est intéressante et je vois bien aussi dans la manière dont j'interagis moi avec les élèves et dont ils viennent me solliciter. Ça fait partie aussi des mesures concrètes. Ils ont tous compris que je suis une ressource et en fait ils n'hésitent pas à me solliciter donc au plus haut niveau, ce qui ne se fait pas toujours dans une école d'ingénieurs, pour tout ce qui touche à ces sujets-là, y compris parfois pour des choses qui se passent à l'extérieur de l'école. Je touche du bois, j'ai encore eu aucun problème de violence sexiste et sexuelle grave et j'espère que ça m'arrivera jamais. Mais par contre, en 2 ans, je suis dans l'école, c'est ma 3e rentrée, en 2 ans, les élèves sont venus me voir déjà 2 fois pour me parler de violences sexuelles graves s'étant déroulées dans leur environnement et dans leur entourage, en disant bah, madame, je sais qu'on peut venir vous voir, qu'est-ce que je peux faire? Et ça m'est arrivé même parfois de saisir l'avocat de l'école pour vérifier un point juridique, pour les aider, pour les aiguiller. Ben, ça aussi, c'est important en fait. Je pense qu'ils ont tous compris que c'est un sujet sur lequel on rigole pas à l'ISEP et que, si je puis dire, il faut se tenir à carreau, quoi. Et ça change quand même des choses. Mais c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'au-delà des violences sexuelles et sexistes, il y a cette idée finalement que ça passe aussi par des ajustements, ça passe par des petites mesures qui vont changer une ambiance. Peggy Vicomte, est-ce que c'est aussi un constat que vous faites? Est-ce que les petites actions peuvent finalement être l'origine de grands changements? Oui, tout à fait. Alors pour faire le lien avec l'étude, et je remercie chaleureusement l'association Elle Bouge, sa gouvernance et sa directrice déléguée, chère Amel, pour avoir mené cette étude qui montre la puissance de tir d'abord de l'association et puis ensuite toute la pertinence de l'avoir réalisée, parce que effectivement on n'est pas étonné, chère Aline, je vois bien, personne n'est étonné dans cette salle, mais au moins l'étude a le mérite de nous conforter dans le fait que chaque action compte. Et que surtout le travail ne doit pas être fait uniquement en direction des filles et des femmes. Le travail ne doit pas être fait uniquement par les filles et les femmes. Le travail doit être fait par l'ensemble de la société. Et quand moi je vois le chiffre qui a été donné tout à l'heure, 81% des étudiantes sont inquiètes, je trouve ça vraiment révoltant. C'est révoltant. Alors, pas nous, parce que nous sommes engagés, pas vous, mesdames et messieurs qui êtes dans la salle, mais moi, quand je lis ce chiffre, je trouve que notre société ne fait pas le job. On ne fait pas le job. On doit en fait absolument prendre conscience que c'est de notre responsabilité collective de mettre en place les solutions favorables et durables pour que des jeunes femmes, des jeunes filles qui veulent aller dans nos métiers puissent le faire et puissent le faire sereinement. Pas en étant inquiète de l'avenir, je trouve vraiment ce chiffre révoltant. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et effectivement, ça passe par des petites actions. Chaque action compte.
au sein de la Fondation Femmes Numérique, sous l'impulsion d'Elisabeth Moreno, qui est notre présidente et qui est ancienne ministre à l'égalité femmes-hommes. Nous avons lancé une nouvelle feuille de route pour effectivement soutenir davantage le tissu associatif, davantage les bénévoles qui sont engagés au sein de chaque association, de chaque initiative, parce qu'en réalité, il n'y a pas de petite action. Toutes les actions comptent. Simplement, ce qu'il serait nécessaire, c'est de les mettre davantage en lien, comme le fait Elle Bouge ou d'autres associations sur le sujet, davantage en lien pour que tout au long, on en a parlé tout à l'heure, tout au long de la vie scolaire, étudiante, professionnelle des jeunes filles, il y ait une action qui lui soit destinée, et pas seulement à elle, mais qui soit destinée à l'équipe pédagogique, aux parents, aux cousins, aux frères, aux pères, aux grands-mères, aux mamans, etc., à la sphère culturelle, à la sphère médiatique, pour que l'ensemble de la société française soit informée. On parlait tout à l'heure de la sensibilisation, qui est vraiment très importante. On peut parler avec Femmes Numérique et en partenariat avec Elle Bouge, on mène des plaidoyers. Et évidemment, les pouvoirs politiques, la sphère industrielle, tout le monde doit être évidemment concerné par ce sujet. Mais alors, c'est intéressant ce que vous dites, toutes les initiatives comptent. J'imagine qu'il y a quand même des initiatives qui marchent mieux que d'autres. Quel est votre retour d'expérience à vous et quelles mesures est-ce que vous avez identifiées qui sont vraiment efficaces sur le terrain? Oui. Alors, chaque association a son expertise et met en place des actions très pertinentes. Je vais vous en citer une qui a très bien fonctionné, qui a été accompagnée par la Fondation. C'est un escape game qui s'appelle Parallax 2050. Donc, c'est un escape game, en fait, on enferme, si je puis dire, les jeunes filles et garçons dans un container d'une 40aine de mètres carrés. Et ils doivent résoudre 7 énigmes, programmer un bras robotisé, réguler des faux réseaux sociaux. Et donc, ça permet vraiment d'appréhender les premiers enjeux face au numérique. Ça, c'est ce qui est intéressant dans cette action, c'est qu'on sort les élèves de leur classe et on les met en mixité, animés par des experts et des expertes des biais de genre. Et quand on les sort de la classe, on se rend compte que ça fonctionne. Quand c'est animé par un expert, une experte, et qu'en fait, on prend le temps de leur expliquer les différents sujets liés aux biais de genre, ça fonctionne. On voit les biais de genre un petit peu reculer. Donc ça, c'est un vrai success story. Une vraie success story. On a également, on finance également un forum dans le métavers, ce forum des métiers qui est mis en place par Femmes Ingénieures, présidé par Aline. Ce forum des métiers se passe entièrement dans le métaverse et l'idée, c'est de commencer de façon très ludique par intégrer les filles dès le démarrage dans un univers on va dire tout de suite numérique pour pouvoir les sensibiliser. Donc il y a des choses comme ça qui marchent, mais il y a plein d'exemples. Moi je suis sûre que si on demande dans la salle, vous allez chacun et chacune nous trouver des exemples qui fonctionnent. Je crois qu'il faut vraiment faire davantage confiance au réseau et à l'engagement du tissu associatif et davantage le soutenir qui connaissent les publics, les différents publics. Après, c'est vrai que c'est l'idée de cette table ronde, c'est justement de partager un peu les bonnes pratiques. Donc, on en a parlé au niveau scolaire, au niveau universitaire. On va maintenant en parler de l'entreprise avec vous, Céline Zirba. Alors, à EDF, vous avez évidemment cette grande question. Comment attirer les talents féminins, que ce soit dans les métiers d'ingénieur ou dans les métiers de technicienne? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir permis de porter la voix d'EDF ce soir. Donc on l'a beaucoup dit, on a des enjeux dans l'industrie qui sont phénoménaux en termes de recrutement, puisque vous le savez, on a un parc nucléaire à construire. Le groupe EDF va recruter environ 10 000 CDI chaque année dans les 10 années qui viennent. Et on se dit bien que c'est maintenant ou jamais qu'il faut qu'on arrive à féminiser, à diversifier notre corps social. Donc on a un fort enjeu d'attractivité et aussi de fidélisation des femmes qui sont déjà dans l'entreprise. Alors au plan de l'attractivité, on essaye de réaliser les actions dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire d'aller toucher les plus jeunes et le plus tôt possible. Et ça, on le fait grâce déjà à nos marraines Elle Bouge. Donc petit coup de chapeau à toutes nos marraines, on en a 700. Qui ont réalisé à peu près 200 événements l'année dernière. Et donc, on va dans les écoles, dans les collèges, présenter les métiers du groupe EDF, des métiers de technicienne aux métiers de dirigeante,
pour faire simple. Et une grande partie de ces métiers qu'on promeut sont des métiers du domaine technique, du domaine numérique et des domaines scientifiques en général. L'année dernière, nous avons réussi à recruter 1000 femmes parmi nos 3000 recrutements à EDF-SA. Et parmi ces 1000 femmes, la moitié ont rejoint des métiers techniques et numériques. Donc ça, c'est une grande fierté. Et quand j'entends les chiffres qui ont été rappelés sur le nombre de femmes, enfin le taux des femmes qui sortent sur le marché du travail, qui sont issues des écoles d'ingénieurs, je me dis qu'on s'en sort pas trop mal avec nos 30% l'année dernière. Alors ça, on a réussi parce qu'on a en effet objectivé les directions métiers. C'est-à-dire qu'on leur a fixé un objectif de recrutement de femmes parmi leurs recrutements. Néanmoins, ça les oblige à s'organiser, à avoir leur propre plan d'action. Ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple et on sait que c'est un défi qui est au long cours. C'est pas parce qu'on a réussi une année que l'année suivante, ça va être facile. Qu'est-ce qu'on fait encore ? On fait de la promotion de nos métiers sur TikTok. On va travailler avec des influenceurs et des influenceuses pour présenter les métiers. Donc, c'est des personnes qui se rendent, les influenceurs, viennent sur nos sites techniques et présentent les métiers. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui permet aussi d'aller toucher les plus jeunes publics. Et bien sûr, on a des partenariats avec les écoles d'ingénieurs et de plus en plus aussi avec les universités. L'enjeu, ça a été d'identifier quelles sont les écoles qui sont le plus avancées dans la féminisation de leur corps étudiant, je vais dire, et d'aller contractualiser, conventionner partout en France pour essayer de capter aussi un maximum de femmes qui sortent de ces écoles. Voilà. On parlait là à l'instant de capter. Il faut aussi, vous l'avez dit, fidéliser, garder finalement ces femmes que vous arrivez à recruter. Là, comment vous faites ? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement... on parlait d'ambiance d'entreprise, c'est toujours la même chose. Comment est-ce que finalement on affiche une ambiance d'entreprise qui va donner envie aux femmes de rester ? Alors, quand on dit de rester chez EDF, le problème, c'est pas trop qu'elles risquent de partir de chez EDF. En revanche, elles risquent de se tertiariser, notamment au moment de la maternité ou de la parentalité. Donc tout l'enjeu, c'est de créer les conditions adéquates pour qu'elles aient envie de rester dans leur métier technique quand elles y sont ou dans leur domaine technique au sens large. Donc on va travailler beaucoup sur la conciliation des temps de vie, pro, perso, et ça c'est vrai même au sens large chez EDF, c'est un des enjeux qu'on adresse, se sentir bien dans l'entreprise. On travaille beaucoup sur l'égalité des chances tout au long du parcours. Et pour faire ça, je vais vous raconter 2 initiatives qu'on a prises, mais c'est pour dire que ça, c'est vraiment un de nos axes de travail très forts. Alors moi, je suis responsable de la stratégie emploi et diversité. Donc on a voulu vraiment coupler ces 2 sujets qui nous semblent fondamentaux. Et donc on regarde tout au long du parcours les égalités ou les risques d'inégalité qui pourraient se jouer. Alors, on a créé 2 initiatives dont je voudrais vous parler ce soir. La première, c'est un événement qui s'appelle Parlons Mixité, qu'on a organisé depuis l'année dernière sur nos sites techniques et nos centres d'ingénierie pour ouvrir un espace d'expression autour de la mixité, que les salariés EES et ES parlent de leur vision de la mixité, parlent de leur vécu, partagent leurs idées sur comment faire évoluer les choses. Et cet événement, il est animé par une équipe de dialogueurs. Ce sont des salariés de chez nous qui sont comme des modérateurs, en fait, pour la prise de parole. Donc, ça se fait sous format atelier. Ce sont des ateliers mixtes. Et à l'issue de cette journée, qui est vraiment une journée d'expression libre, et où c'est la première fois, finalement, qu'on leur tend le micro sur ce sujet de la mixité, il y a une restitution qui est scénarisée par Théâtre à la carte. Donc les porte-paroles ne sont donc pas des salariés, il y a une forme de médiation. Et c'est adressé à l'ensemble du comité de direction. Et dans les séances expérimentales que l'on a vécues en 2024, je dois vous dire que les comités de direction ont été très surpris des expressions qui sont remontées finalement, puisque c'est la première fois que certaines femmes exprimaient
leur vécu en entreprise, les difficultés rencontrées parfois autour des tenues portées, autour des remarques un peu sexistes sur sites techniques. Et très vite, dans la foulée, ça a permis de mettre en place des plans d'action, mais vraiment immédiats, dès le lendemain, avec une implication très forte des membres du comité de direction pour aller être plus présents sur le terrain, pour aller rencontrer, comprendre et puis mettre les actions correctrices qui permettent que le quotidien soit différent en fait. On a évidemment une tolérance zéro sur toute forme de violence dans l'entreprise. Ça c'est le b.a.-ba, mais on le fait, on l'affirme, on le réaffirme. Et une autre initiative que l'on a prise et qui fonctionne bien, c'est aussi de faire des expériences immersives. Donc on propose, alors la première strate, c'est les comités de direction. On propose à travers des casques de réalité virtuelle de vivre des scénettes en entreprise. Donc quand on a le masque sur les yeux, on a l'impression que c'est dans le bureau d'à côté. Et de vivre des scènes ordinaires de réunions, de machines à café, d'échanges entre collègues, et de voir tout ce qui peut en fait relever du sexisme ordinaire, ou parfois plus de harcèlement sexiste ou sexuel. Et à l'issue de cette séquence qui dure une quinzaine de minutes, il y a un échange qui est organisé entre les membres du comité de direction ou du collectif qui est animé pour échanger sur cette prise de conscience de finalement ça peut m'arriver de faire ce type de remarques ou de vivre ça même en tant que salarié. Donc voilà, ça c'est des actions que l'on organise, donc de les déployer à l'échelle d'EDF, ça prend du temps et de l'énergie et de la ressource, donc on sème et on voit quand ça fonctionne parce qu'on vient nous solliciter pour réintervenir et pour dupliquer ce type d'initiative. Ouais. C'est intéressant parce que c'est vraiment des initiatives qui permettent des prises de conscience, c'est ce que vous dites, et notamment au plus haut niveau finalement. Exactement. Et cette année, d'ici la fin de l'année, on va aller toucher aussi les comités de direction des membres COMEX pour les sensibiliser à tout ce qui est biais cognitif, inconscient, qu'on peut avoir au moment du recrutement notamment. Notre propos d'ailleurs, il ne vaut pas que sur la mixité, on veut vraiment travailler à l'ouverture et à la diversité. Et donc on s'est dit qu'il fallait taper un grand coup et que ça allait être au plus haut niveau, en effet, pour après vraiment irriguer à toutes les strates de l'entreprise. Dans toutes les strates de l'entreprise. Voilà. Ouais. Ce que je peux dire peut-être pour terminer, c'est qu'on a une ambition mixité très forte chez EDF, puisque dès 2021, on avait affiché 36 à 40% de femmes à toutes les strates de l'entreprise d'ici 2030. On a encore du travail et on est donc présent évidemment sur tous les forums pour essayer de capter. Merci beaucoup. Alors cette exemplarité au plus haut niveau dont vous parlez, Céline, c'est aussi ce qui prévaut au sein de la Direction générale des entreprises. Bonsoir Barbara Siguré. Bonsoir. Alors quels sont vos objectifs et comment comptez-vous y parvenir ? Alors peut-être pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas, peut-être moins connue que EDF, la Direction générale des entreprises. Donc c'est une direction qui est rattachée à Bercy et qui a pour mission de piloter toute la politique publique en faveur du soutien à l'innovation et à la compétitivité des entreprises, avec bien évidemment un volet industrie très présent au sein de cette direction. Moi, quand je suis arrivée en 2020 en tant que secrétaire générale, je me suis retrouvée pour la première fois dans un environnement où j'étais dans une direction d'ingénieurs et j'étais entourée d'hommes. Et très vite, on a vu la difficulté à élargir nos viviers de recrutement avec une sorte d'autocensure de la part des femmes. Si je ne suis pas ingénieur, je ne peux pas venir à la DGE. Et deux, si c'est un milieu d'hommes et donc je n'ai pas ma place. Donc on a mis en place un plan en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et on n'a pas inventé des choses miraculeuses, on a juste utilisé les outils existants. Et il y a des outils qui sont assez puissants. Et notamment, c'est l'outil des quotas. Parfois décrié, moi je crois beaucoup en cet outil-là. Quand on a un directeur général qui est prêt à le porter à très haut niveau, et nous c'est ce qu'on a fait. Si vous avez suivi un petit peu l'évolution de la loi dans la fonction publique, vous avez vu que depuis plusieurs années, la fonction publique s'est imposée des quotas de primo-nomination
sur les emplois supérieurs de l'État. Les quotas, ils sont simples, ils sont aujourd'hui 40% de primo-nomination doivent être des femmes au sein des emplois vraiment supérieurs de la fonction publique. Et ben nous, on s'est dit chiche, non seulement on va s'appuyer sur ces quotas, mais on va être encore plus ambitieux. C'est-à-dire que sur les nominations, on ne va pas s'arrêter aux emplois supérieurs parce qu'il faut des rôles modèles, il en faut à tous les niveaux. Et donc, on s'est imposé des quotas sur l'ensemble des postes d'encadrement et de responsabilité de la direction, sur un périmètre beaucoup plus large que les seuls emplois de direction. Et on s'est dit, pourquoi 40%? Allez, on vise le paritaire. Donc on s'est donné plusieurs années pour atteindre cet objectif-là. Si je vous donne juste un chiffre, quand je suis arrivée, vous aviez à peu près 3 postes sur 4 à responsabilité qui étaient occupés par des hommes. L'an dernier, sur tous les postes qu'on a nommés en 2023, il y a eu un homme pour une femme. Comme quoi c'est possible. Alors ça se fait pas tout seul, il suffit pas de décréter. Très régulièrement, quand j'explique à un chef de service qu'on leur a fixé des objectifs et ils rendent compte au CODIR tous les trimestres, c'est jamais un bon moment pour eux. Et quand ils me disent mais moi je veux bien nommer des femmes mais je n'en trouve pas, donc moi je me mets en situation de lui en trouver, c'est-à-dire que je fais du sourcing, on va au-devant des écoles d'ingénieurs ou des écoles généralistes et on a aujourd'hui un vivier de femmes qui fait que il n'y a pas d'excuses. Quand on dit qu'on ne trouve pas, moi je trouve à la place. On a aussi mis en place, et je ne sais plus, je crois que vous en parliez, souvent, c'est tellement ancré, c'est tellement culturel que les recruteurs, même en étant pétris de bonne volonté, ils ont des biais et des stéréotypes. Quand ils recrutent sur le spatial, dans leur tête, ils ont un homme et ils n'ont pas une femme. Donc on a mis des mesures un peu contraignantes, où on a dit, désormais, dans la shortlist que vous proposez, il y aura forcément une femme, sauf s'il n'y a pas de femmes qui ont candidaté, mais encore une fois, je leur en trouve, donc ils n'ont pas d'excuses. Dans la shortlist, vous mettrez obligatoirement une femme, et je vais doubler d'entretien RH, c'est-à-dire vous avez le prisme recruteur, moi je vais avoir un prisme RH qui va venir justement tester des compétences techniques, elles les ont, mais surtout tous les soft skills, et les rassurer sur le fait que la candidate qui était shortlistée, elle était très bonne. Et c'est tout cet ensemble de mesures, c'est pas uniquement imposer un quota, c'est tous ces ensembles de mesures qui nous ont permis aujourd'hui d'arriver aux chiffres que j'ai cités. Peut-être juste un dernier point, c'est une fois que les femmes sont là, il faut les aider à progresser. Et ça, on a mis en place pas mal de mesures pour les aider à s'ancrer déjà dans la durée au sein de la Direction Générale des Entreprises, qu'on fait rentrer des talents. Non seulement on veut les garder, mais on veut les faire progresser. Et donc on a mis en place des programmes d'accompagnement. On a un programme qui s'appelle Potentiel, qui va chercher des femmes, mais cette fois-ci au tout début de leur carrière, c'est des toutes jeunes femmes qui ne sont pas forcément sur des emplois de direction, pas forcément sur des emplois d'encadrement, qu'on va aller chercher, c'est-à-dire elles ne postulent pas parce que sinon on ne les verra jamais. Donc nous, on va les chercher. Et on leur propose des programmes d'accompagnement. Ça fait déjà 3 ans qu'on fait ça. Si on regarde la saison 1, au bout d'1 an, elles avaient toutes évolué en responsabilité, pas parce qu'elles étaient devenues meilleures, mais tout simplement parce qu'elles se sont autorisées à le faire. Et ça, je pense que c'est un point très important. Et le dernier point qui me paraît important, c'est la sororité. Je pense que ça aussi, c'est un outil extrêmement puissant et cette assemblée le montre. Et du coup, on a développé énormément d'actions de sororité, du mentorat, un réseau féminin, des espaces de discussion où moi, quand je recrute une femme, je lui dis, tu vas te sentir bien chez nous, mais par contre, tu vas rendre l'appareil. C'est-à-dire que je te demande de prendre de ton temps pour accompagner des femmes et les aider aussi à se sentir bien. Et ça, je pense que c'est un levier extrêmement puissant. Vous parliez de sororité, vous avez relancé plutôt le collectif industriel le 8 mars 2023. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu son fonctionnement ? Alors peut-être juste dire un peu pour cadrer les choses. Donc on a cette chance assez fabuleuse, au-delà de ce qu'on fait en interne, dans notre fonctionnement interne, d'être au sein de la Direction Générale des Entreprises sur des politiques publiques où justement on est au cœur de ces défis-là. Les entreprises, l'industrie, le spatial, les télécoms, c'est des milieux où justement, à travers nos politiques publiques, on doit inciter les acteurs à favoriser la diversité.
Donc on a une quinzaine de mesures concrètes et effectivement le collectif industriel en fait partie. Donc c'est un collectif qui vise à rendre visibles les talents qui existent aujourd'hui dans le milieu de l'industrie. On a chez nous un outil qui s'appelle, un espace qui s'appelle le Conseil national de l'industrie, qui a cette chance de pouvoir discuter directement avec des représentants de filières, les responsables de filières. Et dans ce cadre-là, on passe un certain nombre d'informations, un certain nombre de préconisations, et on identifie des ambassadrices qui elles-mêmes vont pouvoir porter la bonne parole et jouer ce rôle un peu modèle qu'on essaye tous de le faire. Vous le faites dans les écoles avec beaucoup de talent. On essaye aussi de le faire dans cette structure-là. Aujourd'hui, le collectif industriel, c'est 5000 membres, donc ça fonctionne plutôt très bien et qui diffuse la bonne parole. Peut-être juste aussi signaler, je ne pouvais pas ne pas le signaler en étant avec l'association Elle Bouge parce qu'elle est extrêmement active sur ce sujet-là. On organise depuis maintenant 2011, donc j'arrête de compter, depuis plusieurs années, ce qui s'appelle la Semaine de l'Industrie. La Semaine de l'Industrie, elle a une vocation assez simple, c'est aider les jeunes à comprendre les métiers de l'industrie et essayer de se projeter sur les métiers de l'industrie. Au début, quand on a commencé en 2011, on accueillait tous les jeunes de manière indifférenciée. Et maintenant, plus ça va, plus en fait, on utilise des moments dédiés au sein de cette semaine de l'industrie pour parler spécifiquement aux jeunes filles et leur expliquer qu'elles aussi, elles ont leur place. Et d'ailleurs, on travaille beaucoup avec l'association Elle Bouge sur ces sujets-là qui nous aide déjà à préparer la première session. Et je vous donne les dates, comme ça vous n'aurez aucune excuse pour la louper. C'est du 18 au 24 novembre. Le rendez-vous est pris. Je me tourne vers la salle, on a peut-être des questions. On n'a pas eu de questions, alors s'il y a une question, étant donné qu'on est déjà un petit peu en retard, alors c'est maintenant. Pas de questions, vous êtes sûr, aucun regret? Très bien. Alors une petite information que l'on vient de me Ah pardon. Il y a une question. Marie Zossuard de Airbus Defence and Space, donc coucou à mes collègues. Voilà, c'est simplement de parler du sujet tabou, du salaire. Et vous n'en avez vraiment pas parlé d'égalité salariale. Alors, je pense qu'il y a des mesures qui sont actuellement. J'ai une jeune fille aussi, moi, une fille qui est ingénieure. Donc l'égalité salaire, effectivement, c'est plus facile pour elle. Elle n'a pas encore eu de bébé, donc je ne sais pas la suite. Mais je peux vous dire que pour celles qui sont anciennes, l'écart ne se résorbe pas et peut-être ne se résorbera jamais. C'est embêtant pour être le modèle, vous voyez, de pouvoir en parler. Et je trouve que c'est toujours quelque chose qui est important parce que tout travail mérite salaire. Pourquoi un travail féminin ne serait pas rémunéré comme un travail masculin? Ça me gêne beaucoup. Voilà. Moi, je vais répondre. En fait, dans la réalité, il n'y a pas vraiment. Alors, il n'y a pas vraiment d'écart salarial entre les femmes et les hommes chez les ingénieurs, et en même temps, il y en a beaucoup. Je m'explique. Il n'y a pas d'écart au départ, ou pratiquement pas, et il y a à peu près 30% en fin de carrière. L'inverse de ce que je viens de dire. Comment je l'explique? Premièrement, les femmes ne font pas les mêmes choix de secteur. Cause ou conséquence, je ne sais pas, mais en tout cas, on retrouve plutôt les femmes dans des secteurs où on paye moins. On retrouve plutôt les femmes dans les métiers où on paye moins, et elles n'ont pas la même évolution de carrière. Ce qui fait que d'une même base de départ, elles se retrouvent à l'arrivée, évidemment, avec un gros différentiel. Mais par contre, du coup là, j'enlève ma casquette femme ingénieure et je reprends ma casquette ISEP. Moi, à la sortie de l'ISEP, domaine du numérique, métier en tension, grosse demande. L'année dernière, les filles étaient, suivant les années, elles sont soit payées un petit peu plus vite, un peu plus en début de carrière, soit à égalité, et donc on n'observe pas de différence. Donc en clair, je ne suis pas certaine, c'est un peu compliqué de bien me faire comprendre, mais qu'il y ait de vraies raisons ou vraies volonté de moins payer les femmes.
Par contre, j'incite les entreprises à les accompagner, comme c'est fait chez l'évolution EDF, de la carrière. voilà, à progression de carrière et à leur donner les mêmes chances. Oui, notamment autour de la question de la maternité dont vous parliez, qui peut constituer aussi un frein énorme sur finalement l'avancement. Oui, on parlait d'égalité des chances, ça passe évidemment par l'égalité en termes de salaire. Chez EDF, ça fait plus de 10 ans qu'on confie l'étude de nos rémunérations à une universitaire qui travaille à l'université de Nanterre et de Milan et qui a donc tout notre historique de rémunération homme-femme. Et on est fiers de dire qu'il y a plus d'écart sur le salaire fixe entre les hommes et les femmes dans les fonctions identiques. Il peut y avoir encore un écart sur la rémunération variable liée à la nature du poste occupé. C'est-à-dire que s'il y a des extra-horaires liés aux astreintes, liés au 3-8, et que justement on n'a pas de femmes dans ces fonctions, ça renvoie à la nécessaire attractivité sur des fonctions notamment de techniciennes. On observe que les écarts ils sont liés à la structure de l'emploi et non pas au fait d'être femme ou homme. En revanche, je reviens à mes questions de parentalité, on observe que certaines femmes ont accumulé en effet un retard de rémunération lié au moment de la maternité, et ce, dans les années passées. Donc, chaque année, on a une forme d'observatoire, je vais l'appeler comme ça, des situations pour lesquelles un retard aurait été observé par le passé. Pas dans le cadre de la fonction actuelle, où là, on va reconnaître la performance dans le cycle annuel d'évaluation. Et on a un dispositif de résorption de ces écarts. Donc, par exemple, en 2023, on a corrigé 350 situations de femmes qui, avant 2018, parce que depuis 2018, les retours de congé maternité sont accompagnés de façon automatique en termes de rémunération. Avant 2018, il y a eu du retard accumulé et on corrige ces situations en les comparant à celles d'hommes qui ont la même ancienneté dans l'entreprise et le même type de carrière, les comparant. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore peut-être une question ? Alors non, mais en revanche, je voulais simplement clôturer cette belle table ronde en réagissant aux propos de Barbara Siguret. Donc l'association Elle Bouge pour la Semaine de l'Industrie a recensé 265 actions de nos partenaires. Donc voilà, pour la Semaine de l'Industrie qui aura lieu du 18 au 24 novembre. Donc merci à tous nos partenaires présents. Merci beaucoup à toutes d'avoir partagé avec nous vos actions du quotidien.